Bienvenue dans ce premier numéro de la nouvelle saison de Terres et Vignes de l'Aube. Chaque mois, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, nous vous proposons de découvrir les coulisses du monde agricole. Une fois encore, ce monde agricole est en lien avec notre quotidien. Vous cuisinez ou vous vous chauffez peut-être au gaz. Eh bien, sachez qu'avant d'arriver chez vous, celui-ci a traversé des parcelles agricoles. Un sujet d'actualité puisqu'en vous promenant dans le département, vous avez sans doute remarqué l'installation d'un gazoduc. Durant cette émission, nous vous emmènerons sur cet immense chantier afin de savoir comment GRT Gaz concilie ses besoins de distribution et le respect des terres agricoles. Un défi relevé haut la main et dans le moindre détail, comme le montre ce sommaire. Aujourd'hui, vous saurez tout sur le gazoduc de l'Arc de Dieré, les raisons de sa construction, la longue préparation du projet, ainsi que le déroulement du chantier, avec un seul objectif, une intégration respectueuse du territoire. Le sujet est si vaste que pour une fois, les rubriques Retour sur l'actu, Comment ça marche et Contre-champ sont consacrées au gazoduc installé par GRT Gaz. Avec nous pour en parler, tout d'abord Thierry Gobe, vous êtes le directeur de projet à GRT Gaz. Bonsoir. Oui, bonsoir. Avant d'évoquer les détails du chantier, on va peut-être expliquer pourquoi on s'est lancé dans la construction d'un tel gazoduc. Je vais y arriver. Ce gazoduc Arc de Dieré prolonge un autre gazoduc qui vient de Dunkerque et il est destiné à l'indépendance énergétique de la France. On donne avec la création du terminal méthanier de Dunkerque, on se dote d'une source d'approvisionnement supplémentaire. On peut aller chercher le gaz ailleurs. Le problème, c'est que quand il arrive à Dunkerque, il faut après le répartir sur le territoire. Pour que je comprenne bien, il y a des grands bateaux, si je puis dire. Ils viennent d'où ces grands bateaux d'ailleurs, tiens? Alors ils peuvent venir d'un peu n'importe où, d'Égypte, du Qatar, d'Algérie, peut-être d'Australie demain. Et donc il faut mettre en place à partir de Dunkerque une sorte de courroie de transmission qui permette la distribution. Voilà, qui permettent sa répartition sur l'ensemble du territoire. Ce qui permet aussi d'être un peu plus indépendant par rapport à des approvisionnements en gaz qui viendraient de Russie, par exemple. Par exemple de Russie, puisque la Russie a été longtemps notre premier fournisseur. C'est un sujet stratégique qui passe dans l'Aube. Qui passe dans l'Aube. Et justement, l'Aube, elle est concernée de quelle manière, quelle surface, combien de kilomètres de gazoduc ici dans le département pour qu'on ait une idée? Environ 110 km. Le département est traversé de part en part. Et 300 hectares de terre sont concernés par le chantier. Ici, on est dans une émission agricole, des agriculteurs sûrement? Oui, bien sûr. 90% du tracé concerne la terre agricole. Et il y a environ 700 agriculteurs qui sont impactés par ce projet. Ça fait quand même pas mal. Comment intégrer un tel projet dans le département de l'Aube et en particulier les terres agricoles? Comment on y arrive? Alors, le maître mot, je dirais, c'est la concertation. Et dès le tout début des projets de gazoduc, on rencontre les chambres d'agriculture et on examine avec elles les modalités de franchissement, d'installation du gazoduc dans les terrains pour tenir compte des spécificités des terres. Parce qu'on le rappelle, les zones cultivées, c'est la grande majeure partie du passage. Justement, Denis Henry, de l'agriculture, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture, entre autres, mais aussi président du comité territoire et développement de la Chambre d'agriculture de l'Aube, je l'ai dit. Est-ce que ça concerne vraiment les agriculteurs ou plutôt les citadins finalement? Est-ce qu'on a un ordre d'idée? Aujourd'hui, le projet est un projet d'infrastructure. Dans l'Aube, il faut savoir que ça traverse 2 fois la Seine, l'autoroute A5, une ligne de chemin de fer Paris-Bâle. Et donc, bien évidemment, on contourne les agglomérations ou les villes, donc en particulier 3 pour le département de l'Aube. Et M. Gobe parlait tout à l'heure de 90%, c'est même plus, c'est 98% des terres agricoles qui sont concernées par le passage des tubes à travers, donc aussi bien dans les parcelles agricoles, quelque peu viticoles et forestières. Voilà. Donc les premières personnes ou les premiers obats auxquels il faut faire attention avec ce chantier, ce sont les agriculteurs. Ce sont les agriculteurs et les propriétaires de parcelles qui sont autour de ce dossier-là. Comment résumer, Thierry Gobe, les grandes étapes de ce projet? Première phase, concertation, étude, montage d'un dossier administratif, obtention des autorisations administratives. C'est la phase la plus longue. Ça prend combien de temps? Des années? Ça prend 5 ans, 6 ans. Ah oui, quand même. Ouais, 5 à 6 ans. Avant les premiers tubes sur place. Avant qu'on puisse commencer à donner le premier coup de pelle.
Et une fois qu'on a toutes les autorisations, rencontre de tous les propriétaires pour signer une convention amiable de passage. Donc obtention des autorisations individuelles cette fois-ci. Et on peut commencer les travaux. Travaux qui sont opérés en une succession de phases qui vont consister de l'amener du tube jusqu'à son soudage et sa descente dans la fouille. Et ça nous amène jusqu'à l'année prochaine. Voilà. J'ai compris maintenant l'importance de ce type de chantier, mais maintenant je veux voir, Christian, je veux voir. Oui, votre vœu va être exaucé à l'instant. On va voir les étapes en amont, elles ont été dites. Je propose à présent de voir les étapes du chantier en lui-même. En fait, il y a 3 grandes phases et voici le détail de ces 3 grandes phases. La première étape, quand on arrive sur le terrain, c'est l'état des lieux avant travaux avec les exploitants agricoles. En deuxième phase, on a l'ouverture de piste qui permet en fait à tous les engins de rentrer sur les parcelles. En troisième étape, on a l'opération de bardage qui consiste à distribuer les tubes sur le chantier depuis les plateformes de stockage. En quatrième étape, l'étape de cintrage. On cintre les tubes afin d'épouser au mieux possible le terrain naturel. Après le bardage et le cintrage, on a l'opération de soudage qui est fait sur ce chantier-là sur une équipe automatique. Les tubes sont soudés en ligne, ont une production à peu près journalière de 40 soudures jour. La phase suivante, donc on vient sur du contrôle de soudure qui permet de vérifier la qualité de la soudure. Donc toutes les soudures sont contrôlées à 100%. Après cette étape de soudure, la partie enrobage, on réalise l'enrobage grâce à des joints thermorétractables qui permet de protéger la partie métallique de la soudure. Après cette protection et l'enrobage, donc on réalise la tranchée. On vient mettre le tube en fouille qui est protégé par une protection mécanique. On appelle ça le bidim. Une fois que le tube est en fouille, on vient le remblayer pour pouvoir ensuite faire la remise en état et les raccordements du tronçon. Une fois que toutes ces étapes sont terminées, on réalise l'état des lieux après travaux avec l'exploitant agricole qui permet d'indemniser et de vérifier si le propriétaire ou l'exploitant agricole retrouve sa parcelle en état. Thierry Gob, quelles sont les dates clés de ce chantier d'envergure dans le département? Alors, dans le département, on a commencé en avril 2014 le premier coup de pelle. Mais ça a été précédé, en gros, à partir de 2007, de phases de rencontre. Donc, le chantier a commencé en 2000. Enfin, les travaux, les études ont commencé en 2007. Les travaux, donc en avril 2014. Nous envisageons la mise en service d'un premier tronçon au mois de novembre prochain. Donc, tout est prêt pour ça. Et la deuxième partie, donc, sera mise en service en novembre 2016. Thierry Gob, on parle dans l'intitulé de l'émission de respect du territoire. On a bien compris les 98% d'agriculteurs qu'il s'agit avant tout de respecter les agriculteurs. Mais finalement, sur un chantier comme celui-là, on voit des gros engins. Je suis désolé, mais c'est un vrai massacre pour leur parcelle. Quand on voit ces images-là, où vous faites des trous dans les parcelles, vous écartez la terre. Qu'est-ce que ça implique pour qu'ils puissent retrouver leur sol, qui est une mine d'or pour eux? On se met déjà d'accord avec eux sur la sensibilité de leur sol. Donc, un certain nombre d'études sont conduites pour identifier les terrains les plus sensibles. De manière systématique, on décape la terre végétale et on la met de côté, de manière à pouvoir la redisposer à la fin. Et le cas échéant, on fait des tris de couches intermédiaires, de manière à respecter au mieux la lithologie. Je crois même que les jours de pluie, certains engins... Et effectivement, on s'impose par ailleurs un certain nombre de dispositions telles que ne pas intervenir quand il pleut de manière significative. Il est clair que si c'est 3 gouttes, ça ne va pas gêner. Mais à partir du moment où l'agriculteur ne juge pas possible d'intervenir dans son champ, on n'intervient pas non plus. Si je comprends bien, Christian, la restitution du milieu et des terres agricoles, c'est un enjeu essentiel dans la construction de ce gazoduc. En fait, vous avez tout compris. Le but, c'est de installer le gazoduc et de faire en sorte que l'agriculteur ne s'aperçoive de rien une fois que les terres sont remises sur son sol. Et c'est un travail permanent que je propose aussi de voir. Il ne s'agit pas de gens qui débarquent de GRT-Gaz avec des grosses pelleteuses et puis ça s'arrête là. Et vous allez voir un travail en amont et tout le long du chantier en collaboration avec les agriculteurs. Le tracé du chantier tient compte des problématiques environnementales et agricoles grâce à l'intervention de différents acteurs. Lionel Fargeau est écologue. Il s'assure que les mesures et les engagements environnementaux pris dans le cadre du plan environnement sont appliqués sur le terrain, comme ici, au bord de Haumont. Vérifier que le balisage des zones sensibles est bien mis en œuvre en amont. Donc pour désigner les zones où il faut éviter qu'il y ait des engins qui sortent de la zone, etc. Vérifier tout ce qui est point de rejet par rapport au cours d'eau. Il y a des enjeux liés à la faune et à la flore. Donc là justement on est sur un enjeu
flore particulier, la présence d'une espèce floristique protégée qui s'appelle la germandrée des marais. Ce qu'on a fait à cet emplacement, c'est qu'il y a eu un déplacement d'espèces protégées préalablement aux travaux. Sont aussi protégés par exemple les batraciens, voire même dans l'Aube des moules d'eau douce. Dans certains cas, Lionel peut recadrer ou tout simplement superviser des initiatives à mettre en place. Jean-Pierre Moreau, lui, est l'interface entre la profession agricole, GRT Gaz et les responsables du chantier. Chaque semaine, lors d'une réunion, il fait le point sur les informations à remonter sur ce sujet du protocole de travaux. Ces réunions sont très importantes puisque les engagements sont variables selon la nature des terrains. Les procédures de remise en état peuvent être variables en fonction des terrains. Et donc, à chaque type de terrain correspond une procédure et nous devons vérifier si l'entreprise suit bien ces procédures. Une vérification également procédée par Arnaud Jouard, missionné par la Chambre d'agriculture. Son fil rouge, la protection du potentiel des sols, du décapage de la piste à la remise en état. Il défend l'intérêt agronomique des terres en prenant compte de leur nature. Un exemple, lorsque les sols sont trop humides, il prône l'arrêt du chantier pour éviter les risques de mélange, voire de tassement de la terre. Aujourd'hui, l'agriculture travaille sur environ 30 cm, où on va avoir un horizon qui va être plus riche en éléments, mieux structuré, qui est vraiment préparé, d'où le travail du sol des exploitants. Si on commence à altérer cet horizon plutôt riche avec un horizon sous-jacent qui va être un peu moins bénéfique du point de vue agronomique, on a une perte. Et c'est tout l'intérêt de cette tâche de trier les terres et de veiller à ce qu'elles soient bien remises. Les agriculteurs concernés participent eux aussi au protocole. Denis de Brouvert est référent agricole sur les communes de Dieray-Saint-Julien, Fontvannes et Messon. 12 km de terre traversée. Lui s'assure que la vingtaine d'agriculteurs concernés n'est pas lésée, à la fois en termes de dédommagement, mais aussi pour les futures récoltes. Les référents connaissent parfaitement les terrains. C'est déjà vérifier que les bornages soient bien en place, vérifier aussi les accessibilités des parcelles, par exemple au moment de la moisson, qu'il n'y ait pas de chemin de coupé et que des parcelles soient isolées pour pouvoir travailler dans les champs. C'est vrai qu'on a eu de la chance avec la météo d'avoir des conditions particulièrement sèches, ce qui favorise aussi la remise en état des parcelles. Mais à certains moments, il est important de montrer qu'il y a des choses à améliorer ou à recontrôler. Le but, que le passage du gazoduc ne représente à terme qu'une cicatrice, que la vie biologique reprenne le plus normalement possible. Christophe Paglia est chargé de mission aménagement du territoire à la Chambre d'agriculture. Lui aussi participe aux réunions avec l'objectif à la fois de vérifier le bon état agronomique des terres rendues aux agriculteurs, mais aussi de rassurer. Pour l'instant, tout va bien. Le chantier là s'est réalisé depuis 2014 dans des conditions climatiques qui sont donc idéales, qui ne marquent pas donc les sols, et aussi donc une méthodologie et un savoir-faire à la fois donc de GRT Gaz et des entreprises qui travaillent donc pour elles, donc qui laissent augurer donc une remise en état dans des bonnes conditions. La phase 2 du chantier de l'Arc de Dieray doit s'achever fin 2016 avec un protocole respecté à la lettre. Denis Andry, une fois le chantier terminé, vers novembre 2016, est-ce qu'il y aura un état de suivi des sols ? Oui, il y a un état de suivi des sols au moins pendant une période de 5 années. Et je veux prendre comme exemple déjà dans les parcelles peut-être sur le sud de l'Aube qui sont drainées, où on est obligé de couper certains drainages, où ils ont été raccordés pour les besoins des travaux et ils seront remis en état au terme du chantier. Donc il va falloir qu'il y ait un suivi post-chantier pour valider si les drains, pour l'exemple, fonctionnent bien, et de même que pour les horizons tels qu'étaient évoqués au cours du reportage. Autre thème, Denis Andry, peut-être économique. Finalement, est-ce que ce chantier a des retombées directes ou indirectes pour le département ? Il y a des retombées, oui, il y a des retombées, parce que je pense qu'il y a certainement des entreprises locales, et en particulier les géomètres, qui travaillent à travers ce dossier. Il y a aussi des retombées, je dirais, indirectes, liées à l'hôtellerie, liées à la restauration, etc., qui font que les entreprises locales, enfin, on prend les gîtes, on prend les hôtels, sont tous complets à la suite de cette infrastructure pour le besoin de logis. Thierry Gob, ça génère aussi des emplois. Tout à fait. Sur le département de l'Aube, environ 200 personnes ont été recrutées, alors principalement dans le secteur de Romilly-sur-Seine. Pour le chantier ? Pour les besoins du chantier. Sur ces 200 personnes, il y en a une quinzaine qui sont embauchées de manière définitive. Merci à nos invités qui auront peut-être à cœur de commenter les autres sujets de cette émission, notamment ceux du retour sur l'actu.
Christian, vous nous proposez un retour sur l'actu dédié au gazoduc Arc de Dieray. Oui, vu l'ampleur du chantier qu'on a vu sur les images, je crois que ça mérite d'y revenir, vu que beaucoup d'agriculteurs sont concernés. Par exemple, le 23 août dernier, c'était la fête de l'agriculture et pour la première fois, GRT Gaz était présent sur un stand. Alors vous allez me dire pourquoi, sans doute pour expliquer le chantier. Eh bien, il y a un détail bien précis et un interlocuteur de GRT Gaz a pu répondre aux questions de Damien Ardois, qui a d'ailleurs réalisé l'ensemble des sujets pour cette émission. Deux messages principaux, donc un message je dirais au niveau de l'exploitation et la maintenance de ce tube dans l'avenir, de l'Arc de Dieray. Donc expliquer aux personnes qu'au niveau maintenance, nous allons surveiller ce tube régulièrement. Et le deuxième message, donc, c'est au niveau de tout ce qui est diminution des agressions sur nos ouvrages, bien informer les gens sur la nécessité des DICT, des déclarations d'intention de commencement de travaux. On ne fait pas des travaux une fois que l'ouvrage est construit. Donc c'est de donner toutes ces informations-là aux agriculteurs et aux personnes qui viennent nous visiter. Alors les risques d'agression sur le terrain, c'est surtout des risques inhérents au chantier à proximité de nos tubes. Par exemple des carottages azotés qui peuvent, lorsqu'ils sont réalisés à proximité de nos tubes, peuvent les abîmer. C'est rassurant pour les deux parties. L'agriculteur sait en fait où notre tube va passer et va pouvoir se prémunir d'un éventuel accident. Et pour nous, notre avantage, c'est de faire perdurer plus longtemps notre tube et d'éviter toute agression sur celui-ci. Donc on l'a bien compris, il s'agit de gérer l'après-chantier. Autre actualité, c'était le 3 septembre dernier, une délégation d'élus de la Chambre d'agriculture s'est rendue sur une visite de chantier. Alors pourquoi? Alors qu'on a vu ensemble durant cette émission qu'il y avait une collaboration permanente, je propose d'entendre les explications. Bien sûr, on a tendance à voir que la partie, on va dire, où on creuse et puis après où on enfouit, mais il y a toute la préparation et surtout les obligations, la rigueur avec laquelle c'est fait. Nous sommes depuis l'origine en négociation permanente avec GRT Gaz pour négocier les indemnités, les compensations, les services que vont entraîner le passage et tous ces travaux. Et puis derrière, pouvoir mieux expliquer à nos collègues agriculteurs et mieux comprendre comment ça se passe. On a pris la structure Terreving. La structure, elle sert à accompagner nos organisations et à se mettre tous ensemble pour mieux communiquer. Donc l'objet, c'était de réunir tous nos partenaires, les organismes économiques, les instituts techniques, les syndicats et puis après les mutuelles et autres coopératives. Denis Andry, ce chantier traverse l'Aube, mais aussi d'autres départements. Est-ce que la Chambre d'agriculture de l'Aube a travaillé ce projet avec d'autres départements ? Oui, avec les 5 départements concernés, l'Oise, la Seine-et-Marne, la Marne, l'Aube et la Haute-Marne, bien sûr. Et donc, on a établi, avec l'appui de GRT Gaz, donc les protocoles d'indemnisation qui étaient prévus, ainsi qu'on a défini les valeurs d'achat pour les zones de sectionnement où GRT Gaz doit implanter donc les fameux robinets. Et donc, il a fallu définir des valeurs. Donc, ça a été fait un travail. Le travail a été fait en collaboration avec ces 5 départements. Merci pour ces explications. Je vous propose de continuer notre découverte sur le déploiement de ce gazoduc via la rubrique « Comment ça marche ?» Maintenant, Christian, nous allons nous intéresser à l'après-chantier. Objectif, bien comprendre comment fonctionne la distribution de gaz. Oui, le sujet que l'on va voir dans peu de temps permet de comprendre finalement comment ça marche après l'installation de ce gazoduc dans le département de l'Aube. D'où vient le gaz, comment il circule d'un point à un autre, comment cela passe d'un côté à l'autre. Enfin, pourquoi le long du trajet, on remarque parfois ce que j'appelle des petites usines. Il y en a aussi ici dans le département. À quoi ça sert? Explication en images. Vous êtes à Dieray-Saint-Julien, à la limite du Pays d'Hôte et en plein cœur de la station de compression installée dans l'Aube. Acheminé par gazoduc depuis le terminal méthanier de Dunkerque, le gaz du nouveau gazoduc passera donc par ici. Dieray est la dernière étape du parcours entre Cuvilly dans l'Oise et Voisines en Haute-Marne. La station de compression est une étape indispensable pour assurer le bon transport du gaz. Notre gaz qui arrive perd sur la distance de sa compression. On a des pertes de charge. Le réseau, les configurations des réseaux et ainsi de suite génèrent des pertes de charge. Ce gaz arrive ici. Théoriquement, il est reboosté par la station de compression de Dieray. De cette station de compression, le gaz est réinjecté sur le réseau pour partir sur Voisines. Sur le parcours d'un gazoduc, les stations de compression sont situées tous les 150 km environ. Pour assurer le débit de gaz amené par la nouvelle ligne et son tuyau d'1,20 m de diamètre,
La station de Dieray a dû être repensée, améliorée et agrandie. Des travaux assurés par les ingénieurs de GRT Gaz autour de la station de compression mise en service en 2009. De l'extérieur, les travaux ressemblent à un mécano géant. Il s'agit ici d'élaborer une nouvelle interconnexion sur le réseau, une installation répondant aux normes de sécurité et pouvant aisément faire face au débit. C'est en gros la gare de triage du gaz que nous sommes en train de faire. Nous avons différents tuyaux, des robinets, des régulateurs qui régulent les débits, qui nous permettent de renvoyer le gaz à bonne pression et à bon débit. On a la station de compression qui elle comprime. C'est tout simple et il suffit après d'orienter, de se servir des robinets. On ferme un robinet, on en ouvre un autre. Une fois l'ensemble du tronçon achevé, le gaz transporté par le nouveau gazoduc arrivera à Dieray-Saint-Julien avant de repartir avec une pression de 68 bars sur une ligne sécurisée. La station fonctionnera en autonomie complète. Elle sera surveillée à distance par les techniciens de GRT Gaz basés à Voisines. Et on va finir cette émission en étant toujours dans le gaz avec notre rubrique insolite. La rubrique insolite, c'est Contre-champ. Contre-champ. Drôle d'endroit pour une dégustation, c'est comme ça qu'on pourrait interpréter le reportage que vous allez nous présenter. Alors drôle d'endroit, c'est un endroit que j'aime bien, ce sont les parcelles de vignes. Et pourquoi on en parle? C'est toujours en lien avec le gazoduc, parce que c'est l'une des rares parcelles traversées par le gazoduc. Alors imaginez, il faut plusieurs années au pied de vigne pour donner le fameux raisin qui peut être transformé. Eh bien ça a été le cas de Aubois. Il a dû lui aussi négocier avec GRT Gaz et s'entendre. Et je pense que la réconciliation est pas mal, parce qu'on les a vus tous les deux échanger une coupe de champagne. C'est le contre-champ et on va voir les explications sur ce chantier un peu insolite. Eh bien, M. Moreau, si on allait prendre une petite flûte près du gaz, près du tuyau, on va arroser les travaux. Ces travaux vont consister, maintenant que les tubes sont soudés, à enfouir la canalisation dans votre vigne. Ancienne vigne. Votre ancienne vigne qui a été arrachée par vos soins. Et nous allons devoir enfouir la canalisation plus profond que dans les terrains agricoles dits normaux, puisque pour la vigne, on met la canalisation à 1,80 m de profond. Au départ, ça ne rassure pas quand on vient vous dire qu'il faut arracher la vigne. On n'est pas prévu pour ça, nous. Parce que là, dans la parcelle, il y avait moitié de la vigne qui avait 4 troncs. La terre végétale a été bien mise de côté. La sous-couche de végétal sera traitée en fonction des préconisations que nous donnera M. Lyonnais, de manière à ce qu'il soit entièrement satisfait de la remise en état et qu'il puisse replanter au plus tôt ses vignes. Ça me fait plaisir d'ouvrir une bouteille, malgré que la vigne soit arrachée. C'est pas du champagne de la vigne. Si. On n'a pas l'occasion tous les jours de faire ça, c'est vrai. À la replantation de votre vigne dans de très bonnes conditions. J'espère, oui. Pas de problème. Le tracé a évité au maximum le vignoble. Malgré tout, cette vigne était déjà sur l'ancien tracé. Comme le parallélisme a été privilégié sur ce projet, la deuxième canalisation passe forcément à côté de la première et donc dans cette même vigne. Il y avait moitié chardonnay, moitié pinot noir. Mais je vais sûrement remettre la même chose. Il y a 50 arts, donc ça fait quelque chose comme 4500 plombs. On repassera dans 4 ou 5 ans, quand le raisin aura été vendangé, on repassera pour goûter à la nouvelle vigne. Et ben voilà, plutôt sympathique. Oui, avec plaisir, moi je veux bien y aller. Une manière de célébrer la construction de ce gazoduc. Dernière question, Thierry Gob. Est-ce que les délais du chantier correspondent à ceux prévus au départ? On est strictement dans les temps et la canalisation sera mise en service le 1er novembre 2015, du moins pour le premier tronçon. Pour le deuxième tronçon, on verra bien, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Eh bien, ce sera l'occasion de fêter ça ensemble. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à Terres et Vignes de l'Aube. Et Christian, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro sur ce monde agricole tellement intéressant, tellement curieux. À bientôt.